dans le management des compagnies. Des entreprises. On en parle, voilà, des entreprises. On en parle aujourd'hui avec Nyon Clément Bantard qui est avec nous. Il est même en tenue comme s'il était pompier. Il faut dire que le passage de Clément, là, depuis là, ça change un peu les états d'esprit dans les entreprises. Hein. Les gars commencent à comprendre que nous, on blague mal. Hein. Comme on est là, on ne pistonne pas là. Vraiment, merci Clément. Bonjour déjà. Ah, bonjour. Mais quand je l'ai vu tout à l'heure, j'ai pensé que c'était un sapeur-pompier. Un peu, il a le verre. Oui, il est dans le ton. C'est fait exprès, bonjour. Bonjour à l'équipe, bonjour. Et je pense aujourd'hui c'est la sécurité incendie. Comme je disais, vraiment, et puis tu sais, la sécurité incendie, là, il y a la tenue qui va avec les Soso. Ces gens qui font dans la sécurité incendie, là, et tout. Des moments parlais, j'ai posé une question à Clément un jour ici. Il y a un monsieur à la mission au quartier qui m'a dit que c'était une belle question. Il m'a dit que dans son entreprise, là, il travaille, mais on les demande d'aller acheter leurs propres casques, leurs propres tenues et tout. J'ai dit, mais c'est... Il a dit que Clément a bien répondu. Il a dit qu'il est content parce que lorsqu'il répondait ça, il suivait l'émission avec ses boss et tout. Ils étaient très fiers. Donc du coup, les gens font n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est par ignorance ou c'est exprès ou alors c'est par égoïsme, on ne sait pas. En tout cas, Clément est fait un peu de l'autre côté. Bonjour. Bonjour une fois de plus à l'équipe. Good morning everyone. And like they introduced, today we are going to talk about fire prevention and emergency management in companies. Donc, on va parler de la sécurité, prévention des incendies dans les entreprises et gestion des urgences en cas d'incendie. So for today we are going to look at what fire is, the different classes of fire, causes of fires in companies, how to prevent them and fight them if there is a fire outbreak, and also how to manage cases of fire which requires emergency intervention or evacuation. Now, before we start, I think in one way or the other, those watching us must have experienced fire, be it at home, be it in offices, in schools, in many other places, and most often, especially lately, I think yesterday we had a case of fire outbreak I think it's Mashi Sananga or something like that, and there are many like that. So because we encounter fire every day at home, we used fire to cook. Smokers, they use fire to light cigarettes, and sometimes this takes place either at the workplace or at home, and in some cases they might smoke not in the right place. So before we discuss more into this subject for today, let's look at what fire is. Actually, fire requires three elements to start. We have oxygen, we have fuel, and we have heat. And these three elements are always around us, but sometimes we don't know, and this makes us to be exposed to fire. Knowing that oxygen is the most abundant element of these three, we have oxygen everywhere, and then fuel, which is also another element and source of heat. So by knowing all these different elements and how they participate in fire, it can help us to better prevent the rate at which fire outbreak occurs in companies. For sure, when there is a fire outbreak in a company, it induces losses to the company because like I said last time, there have been some companies that have experienced fire outbreak, and the fire has attacked the warehouse where they store materials that are ready for the market, and these damages can cause a disruption in the company operations because they will have to refabricate the products, they will have to redo the products, and this needs also capital because they need to buy raw materials that has been destroyed by fire, and if there's no capital, the business will have to stop, and customers will not be waiting for till you get your raw materials and put your new products in the market, so they will go to your competitors. So this is why it is important for companies to know how they can better prevent fire in their
companies. Donc, comme je disais, il y a 3 éléments qu'il faut pour qu'il y ait un feu. Il y a l'oxygène, il y a le carburant et il y a la source de chaleur. Et ces 3 éléments sont souvent rencontrés sur plusieurs formes. Et si nous ne savons pas, ça sera un peu difficile pour nous de chercher à prévenir les incendies, surtout au sein des entreprises, parce que l'impact parfois est un peu énorme. Et une entreprise qui a été attaquée, par exemple, par un incendie, on a eu des cas où des entreprises sont allées en fumée et le stock dans le magasin est allé en fumée, ce qui fait qu'il y a une interception au niveau des produits et ça fait que l'entreprise ne peut pas répondre à la commande des clients parce que le feu a détruit ce qu'ils avaient déjà produit. Étant donné que nous sommes dans un marché concurrentiel, les clients vont aller chez d'autres fournisseurs parce qu'ils vont retrouver leurs produits là-bas et le temps que vous mettez en place pour reproduire tout cela, vous allez perdre ces clients et ça peut affecter votre affaire. Donc voilà pourquoi il est important de chercher à identifier les possibles causes d'incendie dans vos entreprises et de mettre des mesures sur pied pour éviter cela. C'est pour cela que nous allons parler un peu de ça. Et donc j'ai dit il y a 3 éléments nécessaires pour qu'il y ait un feu. Il y a l'oxygène, le carburant et la chaleur, une source de chaleur, et ça existe sur différentes formes qu'on verra un peu plus loin. Donc, for fire to occur, we have 4 phases or 4 stages in the fire process. When these 3 elements are present in appropriate proportion, we have the incipient phase. In this phase, the fire just starts and anybody can stop it. It can be detected just by a scent. Maybe you feel the smell of a smoke or a burning cable, and this can call your attention to look at what is happening. So at this stage, it is still very small. It doesn't have a big impact. And then after this phase, we have the growth phase. At this stage now, it starts to burn any other combustible material that is beside it. If you store piles of papers maybe in an archive room, and a small fire starts because of sparks from the electronic device, it starts to spray in the other combustible materials, which are the archived papers, and it starts to grow from there. And at this stage, it becomes much more dangerous because the smoke is coming in, the heat is coming in, and if there is no automatic detective equipment to signal occupants of the facility that there is a fire somewhere, it will move to the developed stage where all the combustible materials in that archive room is on flame, and at this stage it is uncontrollable. So because the company, if not having an emergency management plan that will say, okay, because there is fire, we have a firefighting team in the company that needs to take care of this. We have to call the external firefighting agency, that is the sapeur-pompier as they call in French. So all of these have to work out together, especially at this stage, because a normal employee will not be able to stop fire which is already at a developed stage. So that is why if you train employees, if they are aware about the causes of fire, they will be able to stop fire at the incipient phase or at the growth stage by using some of the firefighting equipments that we are going to see a little bit further. And then after this developed phase, we have the decay phase, where all the combustible materials have been burned and the flame starts to go down. It's going down because the combustible material is finished, so it starts to reduce. But if this one of these elements, suppose it was oxygen that was getting finished because they tried to close the doors or to inhibit oxygen from continue burning the fire. If you open again the door to let more oxygen, this fire will restart again. Or if it was a gas bottle and you close, as you close, the fire goes down. If you open, it's going to rekindle again. So at this stage, it's also very dangerous, because sometimes people think that okay, because the fire is going down, it means that it's okay, and then they start looking at how they can save properties, and then in the course of doing that, they bring in again
more elements that are required for fire to burn, and then it starts again all over. And this can trap people, and there are a lot of firefighters worldwide that have been trapped in this later phase of the fire stages. Then we have, it is good to know the different classes of fire, because it's only by knowing that we can be able to know which kind of extinguishing agent we can use. Donc, j'ai parlé un peu plus tôt sur les différentes phases d'incendie. On a parlé de la première phase, deuxième phase, troisième phase et la quatrième phase. Donc, la première phase, c'est quand le feu débute juste. Et en ce moment, vous pouvez peut-être sentir l'odeur, peut-être des câbles, des fumées. Et vous pouvez, de façon visuelle, vérifier d'où ça sort, c'est quoi la source. Et cette étape, tout le monde peut éteindre avec n'importe quoi. Mais après ça, ça commence à grandir, qui est la deuxième phase. Et en ce moment, c'est que le petit feu commence à entrer en contact avec d'autres matériaux combustibles à la maison. Ça peut être, si c'est à la maison, peut-être les chaises, les rideaux, s'il y en a à côté de cela. Si c'est dans les bureaux, peut-être dans la salle des archives. Ça a commencé par une prise. Et à côté des prises, il y a peut-être des archives de papier qui sont stockées. Et ça commence à grandir. Et la troisième phase, donc, c'est où tous les matériaux combustibles du lieu sont en flammes. Et c'est souvent un peu difficile pour un simple employé de chercher à éteindre ça, parce qu'à ce niveau, il faut déjà des personnes avec des expertises pour pouvoir éteindre cela. Et bien sûr, si l'entreprise a établi une équipe de gestion de cas d'incendie, parce qu'en fonction de la taille de l'entreprise et le risque d'incendie qu'il y en a, ils peuvent mettre sur pied un département en interne uniquement pour les incendies. Donc, à ce moment, c'est cette équipe-là qui peut intervenir à cette phase de l'incendie. Et ensuite, il y a la quatrième phase donc, où tout ce qui est combustible commence est déjà presque fini et le feu commence à baisser. Mais souvent, c'est dangereux aussi parce que au fur et à mesure que ça baisse, soit c'est parce que l'oxygène est peut-être réduit, il n'y en a plus assez d'oxygène pour alimenter le feu, ou alors peut-être si c'était par exemple le gaz domestique, le gaz qui alimentait le feu, qui est en train de finir et qu'il y a encore un apport de ce gaz, ça peut encore augmenter, le feu peut encore recommencer et à ce moment, il y a souvent des gens qui pensent que bon, comme il y a l'intensité à réduire, ça veut dire qu'il n'y a plus et ils commencent déjà à rentrer. C'est certains qui vont peut-être pour aller chercher les objets qu'ils ont laissés et ils se retrouvent donc avec cette deuxième vague-là. Donc voilà. Et on passe donc aux différentes classes de feux. Les feux sont classifiés parce qu'il y a les extincteurs qu'on utilise pour éteindre les feux et il est important de savoir quels sont les différents types d'extincteurs qui existent sur le marché et quel type d'extincteur est utilisé pour quel type de feu. Donc, we will continue with these different classes. So we have class A, which is a solid. It contains wood, paper, tires, fabrics. Anything that can burn which is solid is considered as class A. And if it is in offices, we have like the office chairs, the blinds, any plastic, any tissue in the office that can burn is considered as a solid class A fire. And then we have class B, which in function of the country in the US, it's considered as liquid fire. In Europe, it's also considered as a liquid fire. But in the US, they will consider class B and class C as the same as liquid and gas. But in Europe, they will classify a fire of gas origin in class C. So this also is very important so that people can know exactly to which they belong. So for the liquid fire, which is class B, for Europe and US classification, we have gasoline, diesel, oil, solvent, grease, paint, etc. So all companies that are dealing with these products, they should of course have fire extinguishers that are rated class B. This will enable them to be able to stop such a fire if it starts. Then we have another class which is for the gas fire. Though in the US, US will join class B and C together.
but in Europe, it would consider as class C, and this is mostly the gas that we use in kitchens. Donc, comme je disais, pour les classifications, il y a les feux de classe A qui sont tout ce qui est solide, le bois, les papiers, et ainsi de suite. Et il y a ceux qui sont liquides, c'est-à-dire gazole, kérosène, l'huile, la peinture. Et puis, il y a le gaz, c'est-à-dire il y a le gaz domestique. Donc, toutes les entreprises qui utilisent, que ce soit le gazole, le diesel, doivent donc savoir que voilà, les agents d'extraction qui doivent utiliser sont le type classe B. Nous avons une autre catégorie également qui est classifiée en Europe comme classe E, mais ceux-ci sont liés au feu d'origine électrique. C'est-à-dire que s'il y a un équipement électronique qui commence à prendre feu, donc on doit savoir que voilà, c'est ce type d'extincteur qu'on va utiliser pour éteindre ce feu. Donc c'est les poteaux électriques alors? Oui, il y a les poteaux électriques, les compteurs électriques. Ici, nous avons des caméras, il y a des radios, il y a des climatiseurs, les ordinateurs. Donc, tout type d'incendie qui est d'origine électrique sont classifiés du côté d'Europe comme classe E. Aux États-Unis, c'est classe C. Et c'est là, c'est avec des prises, des rallonges. Donc, c'est tout cela qui sont les feux d'origine électrique. Type E. Voilà. C'est un peu... Type E pour l'Europe et type C pour les États-Unis. Et non celui pour l'Europe, mais pour les... Oui, oui. Bon, il y a c'est le type de feu qu'on trouve constamment en Bopi. Voilà. C'est grave là-bas. Maintenant, si vous allez donc en Bopi là et que vous constatez qu'il y a un extincteur, par exemple, à eau, qui est placé là-bas, ça veut dire qu'il y a un problème parce que on ne peut pas utiliser un extincteur à eau pour éteindre un feu d'origine électrique. Oui, le marché de Dakar a pris feu il y a quelques jours. Oui. Là. Donc on va dire que c'est dû à quoi? Peut-être c'est les fils de courant. Que sont le lot? Oui, je crois que j'ai suivi ça. Mais on ne peut rien dire actuellement parce que nous n'avons pas fait une investigation pour savoir les origines. Ça peut être plusieurs causes. Maintenant, je parle du cas des entreprises. Maintenant, si c'est pour le marché, puisqu'il y a beaucoup d'incendies, je pense que c'est mieux également de mettre, par exemple, si on sait que la fréquence des incendies au niveau des marchés est élevée, il faut mettre une équipe qui va, à chaque fois qu'il y a un incident, essayer de faire une investigation pour savoir les causes et de proposer des mesures à prendre. Si c'est des trucs électroniques, il faut savoir est-ce que les branchements sont bons, parce que parfois, bon, je ne dis pas que les Chinois ne fabriquent pas des bons équipements électroniques, mais il y a des rallonges qui ont certaines capacités. C'est-à-dire que vous achetez un rallonge, vous amenez au marché, vous branchez le congélateur dessus, la télé dessus, tout dessus. Dessus. Oui, et ça dépasse sa capacité. Attention, oui. Oui. Et si vous quittez le marché, vous oubliez peut-être de teindre. Après vous, ça commence à créer des étincelles. Il y a des personnes, même un câble d'1 mètre, qui a des petits fissures dessus, il faut remplacer. Si vous laissez et qu'après, il y a des contacts, que ça crée des étincelles, et qu'il y a des papiers secs là autour, ça peut générer un incendie. Et étant donné qu'il y a beaucoup d'autres matériaux combustibles autour, c'est comme ça que ça va prendre. Et donc, il faut vraiment une investigation pour savoir réellement la cause de ce type d'incendie. Et qui est chargé de mettre... On constate aujourd'hui, pour la plupart, le phénomène ici au Cameroun, hein, de ces marchés qui brûlent à tout bout de champ. On ne sait pas la provenance, parce qu'un marché va brûler au moins sur une année, au moins 2 ou 3 fois. On se pose la question, est-ce que c'est les installations des fils électriques? Si c'est dû à ça, les compteurs qui sont mal ficelés, je sais pas, on a mal branché, et ça cause ces incendies-là à répétition. Ouais. Et c'est vrai, et pas seulement dans les marchés, même dans les entreprises. Et comme je disais, il y a, bon, comme ce qu'on appelle au quartier, le bricolage. Ça dit que un commerçant a besoin de la connexion, il appelle quelqu'un qui n'a pas vraiment une expérience en branchement de courant et tout. Il va là-bas à la quincaillerie, il achète 2 câbles, il vient, il branche et il part.
Mais il ne sait pas la capacité des équipements que le type là lui va utiliser et tout et tout. Et après, ça peut... Donc, il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui ont fait QHSE, qui les mairies peuvent les recruter pour mettre dans les marchés, faire ce genre d'études, de proposer des trucs. Et ça va réduire le nombre d'incendies parce qu'il faut déjà savoir quels sont les différents produits que les gens vendent au marché, quelles sont les installations qui sont là-bas et quel type d'incendie ça peut causer et mettre les extincteurs dans les endroits où il faut comme ça. Le problème, c'est qu'il y a eu, par exemple, le marché central. On se souvient du fameux incendie qui avait détruit presque tout le marché central. On a pris de nouvelles résolutions, c'est-à-dire toutes les personnes qui avaient les demi-boutiques, là, les petits, parce que le marché central, il n'y avait même pas moyen de... Tous les couloirs étaient occupés par des box. Pendant peut-être 2-3 ans, ça n'a pu exister. Ils ont mis ces boutiques brûlées au milieu de la route était occupée. Mais dernièrement, on a réouvert la route et c'est devenu encore pire qu'avant. Maintenant, il n'y a plus moyen de marcher au marché central de Douala, par exemple. Oui, Et les pompiers disaient justement qu'on n'a pas pu arrêter parce que ça bloque le passage et tout. Parce qu'il n'y avait pas de passage. Les passages sont encore... Je dis que c'est devenu pire qu'avant. Ouais. Comment comprendre ça? Oui, bon, moi je prends surtout le cas des entreprises parce qu'une entreprise qui fait une évaluation des risques d'incendie au sein de sa structure et se rend compte que le risque est très élevé, ils mettent donc sur pied un plan. Et dans ce plan, on peut dire, bon, par exemple, s'il y a un incendie qui déclenche ici et que en interne, on a besoin de sapeurs-pompiers pour venir, il faudrait qu'il y ait une route qui est bien claire, que à chaque fois qu'il y a un incendie, les sapeurs-pompiers vont passer par là. Et cette route ne doit pas être bloquée, de telle sorte que quand ils arrivent, ils doivent d'abord attendre pour qu'on dégage le passage. Tout. Même chose pour ce marché. Si vraiment il y a une consistance, dès qu'on est vraiment fort là-dessus, que ce passage, puisque le marché est souvent attaqué par les incendies et que les sapeurs-pompiers doivent arriver là, il faudrait qu'à chaque fois, ça soit libre. Même s'il n'y a pas d'incendie, dans 4 ans, sur les 5 ans, que ça soit toujours libre. On ne sait jamais quand ça peut commencer. Et parfois, ça fait que le temps qu'ils arrivent sur la source de la flamme, c'est tard et le feu continue jusqu'à ce que ça brûle tout ce qui est combustible. Et après, on va dire que bon, ils ne font pas le bon travail, alors que c'est nous-mêmes qui les empêchons de travailler. Je veux savoir quelles sont les dimensions qu'on peut utiliser pour marquer l'espace, pour pouvoir avoir des boutiques, pour éviter ce type, pour éviter qu'on ait des incendies à la longue. Bon, pour les espaces, je me bats en fonction de différents matériels qu'ils utilisent, qu'ils vendent. On peut décider, par exemple, de ne pas mettre ceux qui vendent. On ne peut pas mettre quelqu'un qui vend un atelier qui fait la soudure à côté d'un atelier qui vend, par exemple, les bouteilles à gaz ou les carburants. Donc, on va un peu essayer de structurer, de séparer ceux qui vendent des produits qui sont facilement combustibles. Je vous ai parlé de 3 éléments qui sont nécessaires pour qu'il y ait un feu. Il y a l'oxygène, il y a une source de chaleur, il y a le carburant. Maintenant, si vous mélangez des personnes qui vendent des produits inflammables à côté de ceux qui font des trucs qui produisent de la chaleur, forcément il y a un incendie. Donc il faut juste tenir compte de ça et de restructurer comme ça. Les deux ne soient pas côte à côte. Et là, ça va réduire. Et maintenant, se rassurer que les matériaux qu'on utilise pour faire ces constructions-là, l'alimentation en énergie qui est là, sont vraiment de la bonne qualité pour éviter cela. Donc, même si le matériel qu'on utilise pour faire les installations sont de bonne qualité, est-ce qu'il nous faut... Moi, je veux savoir, est-ce qu'un matériel de bonne qualité doit être là éternellement? Il y a des gens qui ont installé leur maison, le père a installé, la construction l'a installé, le père est mort, 2 générations sont mortes, c'est toujours le même courant électrique qui est là. Oui. Est-ce qu'on doit pour aussi un moment changer tout, refaire tout? Non, si c'est bien faire et que le fabricant n'a pas... Parce que quand il fabrique, il tient compte de durée de vie.
Ok. Oui, il tient compte de durée de vie et donc, on ne va pas quand même dire que fabriquer les câbles pour qu'il y ait... Je ne suis pas électricien, mais je ne pense pas qu'il y a des câbles qui ont une durée de vie, sauf si un câble qui est fait pour supporter telle charge et vous prenez une charge qui est soit supérieure ou inférieure à ça, vous connectez dessus. Et donc voilà. Pour continuer avec les différentes classes de feux, on a les feux de classe D. Là, c'est les aluminium, sodium, magnésium, dans les tôles. Et il y a les feux de classe K, qui sont les feux de cuisine. C'est-à-dire que nos mamans, nos femmes, même les hommes, c'est tout le monde qui fait la cuisine. Si vous mettez l'huile au feu, par exemple, et vous êtes peut-être sur le téléphone, vous oubliez, et que ça prend feu, ça prend le feu après. Donc, c'est un feu de classe K. Et bon, c'est vrai, il y a des petites astuces qui peuvent vous permettre de stopper cela. C'est-à-dire, par exemple, fermer la marmite pour limiter, pour étouffer, qu'il n'y ait pas d'oxygène pour alimenter le feu là. Donc, s'il y a peut-être la graisse de porc, ça peut facilement prendre feu en cuisine. Donc ça, tout cela, ce sont les feux de classe K. Donc classe A là, c'est K. À la maison. Classe K. Bon, pas forcément à la maison. Il y a des entreprises qui ont des cantines où on fait à manger sur place. Ouais. À midi, comme ça, les gens vont aller à la cuisine, peut-être pour faire réchauffer à l'autre qui sont venus avec de la maison. Donc tout cela, ça peut aussi... Je me retardais un peu sur classe K là. Parce qu'on a constaté qu'à la maison, généralement, quand il y a un incendie, ça vient toujours de la cuisine. Bon, parfois c'est une mauvaise installation, on appelle ça le son loulou. Ma question, c'est que quand il y a un incendie dans les quartiers, qu'est-ce qu'on doit d'abord utiliser pour éteindre le feu? Parce que parfois, tu vois, d'autres prennent le sable, d'autres c'est l'eau, d'autres... Qu'est-ce qui est vraiment adéquat? Pour la cuisine, vous dites? Oui. C'est-à-dire que la femme, je ne sais pas bien suivi. Bon, le classe K, je suppose que c'est à la maison, non, domestique. Oui, oui. Si peut-être on voit un feu qui monte là à la maison en K, qu'est-ce qu'on doit utiliser d'abord pour éteindre? Est-ce que c'est l'eau qui est d'abord adéquat? Parce que je vois les gens au puits. Oui, j'étais sur les feux de classe K, donc je disais que c'est les feux liés à la cuisine. C'est-à-dire que si par exemple vous avez mis l'huile au feu, vous avez mis l'huile pour faire frire certains, je ne sais pas quoi, et que après vous oubliez que vous avez laissé l'huile au feu, ça se chauffe et que ça prend le feu. Donc, bon, domestique, mais il peut y avoir également de feux de classe E à la maison. Mais dans ce cas, on ne va pas considérer que c'est un feu de classe K. Parce que là, K, ce n'est que pour les feux liés à l'huile de cuisine, les matières grasses, par exemple le porc que vous avez fait chauffer. Mais les autres classes de feu, ce n'est pas uniquement dans les entreprises, même à la maison. Vous avez les équipements, la télé, le frigo, les téléphones que les gens chargent. Donc tout cela, il y a les bouteilles à gaz. Ce sont des feux de classe B. Donc il y a le pétrole, il y a tout cela. La bougie, le montaga. Voilà, la bougie et ainsi de suite. Brûler le matelas, voilà. Toujours. Donc, alors, quelles sont les causes d'incendie dans les entreprises? Il y a les pannes des équipements. C'est-à-dire que s'il y a un équipement dont la maintenance n'est pas fréquente, ça peut créer des frottements. Et après, s'il y a des carburants autour, assez d'oxygène, parce que l'atmosphère contient 21% de l'oxygène, mais pour qu'il y ait un incendie, il faut juste 16% de l'oxygène pour qu'il y ait un incendie. Donc, et étant donné que l'oxygène est l'élément le plus abondant, ce qui est sûr, si les deux autres éléments, c'est-à-dire le carburant et source de chaleur sont là, forcément l'oxygène est là. Donc, dans les entreprises, s'il y a une mauvaise maintenance sur les équipements, ce sont d'autres sources d'incendie. Il y a la négligence, par exemple. Des personnes, on dit, bon voilà, ici c'est zone fumeur. Ici c'est zone non fumeur. Il y a des personnes qui vont se retrouver en train de fumer dans la zone interdite. Et ensuite, ils peuvent jeter et que après, parce qu'on a stocké peut-être le carburant ici, ou alors on utilise ceci comme station en interne pour
carburer les voitures. Mais il s'est passé comme un problème dernièrement, un incendie du côté de village qui a brûlé au moins 5 maisons. Parce que dans la maison, là, on vendait, ils faisaient le carburant frélaté, le zoisois. Donc, ils avaient en stock. Et je ne sais pas qui fumait, ça a pris 6 maisons. C'était 6 maisons. Une première maison, une deuxième maison, une troisième. Ouais. Chacun s'apprêtait, donc les gens enlevaient déjà les choses parce qu'on savait qu'après, et c'est dans les quartiers où les maisons sont serrées, côte à côte. Oui. Et puis si c'est fait en matériaux provisoires, c'est très facile. Pire. Donc quand il y a la chaleur, bien sûr, et le carburant s'évapore et ensuite il y a quelqu'un, comme vous avez dit, qui a peut-être fumé la cigarette et que ça s'ajoute comme source de chaleur, le carburant là, il y a l'oxygène, donc ça fait cela. Donc il y a cette négligence là, il y a aussi le fait de surcharger des prises, c'est-à-dire qu'on achète une prise, on ne sait pas vraiment sa capacité et on branche tout dessus. Et ça se chauffe et ensuite... Quand les salons de coiffure, c'est grave. Voilà. Même les téléphones portables qu'on charge, les chargeurs que nous utilisons. Ou à une petite prise comme ça, on a surchargé tout, même le frigo, la télé, on veut repasser les habits, on vient brancher dessus. Donc, il y a ceux-là aussi qui peuvent être de sous-incendie. Il faut avoir une prise spéciale pour ta télé, voilà. Une prise spéciale pour... Ça peut être coûteux, vous allez vous dire, ben, pourquoi acheter peut-être... alors que je peux acheter une rallonge. Je peux acheter une rallonge, mais vous rassurez que bon, la capacité que ça peut prendre, sur lesquelles on peut brancher et tout. C'est vrai, je vois, il y a des personnes qui ont bien réfléchi, qui ont fabriqué des rallonges, mais en bois. Mais là, c'est aussi dangereux parce que s'il y a les étincelles, ce petit morceau de bois qui est en dessous là, je ne dis pas qu'ils n'ont pas bien fait, mais si peut-être ils ont traité ce bois pour que ça soit résistant à un incendie, c'est aussi bien. Donc il y a aussi cela. Il y a aussi le fait que parfois au bureau, lorsque les gens finissent de travailler et ils rentrent à la maison, ils oublient d'éteindre les appareils et ils laissent allumer. Donc par derrière, ça peut créer également un incendie s'il y a des câbles qui sont blessés, comme c'est alimenté. Ça peut créer des étincelles et comme je disais, s'il y a des matériaux combustibles autour de ça, ça peut également prendre feu. Il y a aussi le fait que dans des entreprises, il y a des usines où on stocke, par exemple, on fait la maintenance des véhicules, il peut y avoir les fuites d'huile, il peut y avoir également fuite de gaz et ainsi de suite. Donc, et si on ne prend pas la peine de peut-être nettoyer les fuites d'huile là et tout cela, ça peut aussi occasionner un incendie. J'ai parlé de fumée dans les zones non adéquates. Et il y a le fait aussi l'arrangement, c'est-à-dire que au sein du magasin, on mélange un peu tout, ce qui est combustible, ce qui peut causer des chaleurs et ainsi de suite. Et ça peut facilement exploser si les câbles se frottent entre eux ou bien un équipement qui est en mauvaise maintenance et qu'autour de ça nous avons stocké des cartons. Donc ça peut aussi créer un incendie. Et donc voilà pourquoi il est conseillé, lorsque on a un magasin, on doit tenir compte des éléments qui sont combustibles, qu'est-ce qu'on doit mettre ensemble, qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre ensemble, si on doit, s'il faut une alimentation en énergie, quelles sont les capacités qu'on peut utiliser pour qu'il puisse ne pas avoir un incendie. So these are the different, some of the causes of fire we can have in a company. And so how can we prevent all this? Comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir ces différents éléments? Donc, we can replace all wound wires s'il y a des câbles qu'on se rend compte que vraiment c'est défaillant. Non seulement ça peut électrocuter quelqu'un, mais ça peut créer des contacts. Donc, il faudrait qu'on achète des nouvelles câbles pour remplacer tout cela. On peut également définir les zones fumeurs et de faire comprendre à tout le monde que voici la zone où nous devons fumer, ainsi de suite, mettre des affiches et se rassurer que les gens respectent, que ce soit le directeur général lui-même, que lui va aussi au même endroit pour fumer et non de fumer dans les endroits interdits.
Aussi, il faut stocker des différents matériaux, c'est-à-dire que ceux qui sont combustibles, il faut bien faire la part des choses séparées pour que ça puisse limiter, même s'il y a une étincelle, qu'il n'y a pas un matériel combustible autour de ça qui peut commencer. Et puis, ne pas sous-charger les prises, élaborer et mettre sur pied un plan et suivi pour se rassurer que les mesures de sécurité incendie mises en place au sein de l'entreprise est respectée. Également, alloquer, c'est-à-dire que donner, que la direction puisse attribuer les ressources nécessaires pour les équipements de lutte contre l'incendie, c'est-à-dire qu'on doit avoir les extincteurs. Si on sait que, bon, ici, il y a un risque d'incendie, qui est un extincteur adéquat pour cela. On doit également se rassurer que ces extincteurs sont vraiment visibles, accessibles, et que tout le monde peut l'utiliser à tout moment. Parce que le fait d'avoir un extincteur, ça ne veut pas dire que c'est prêt à utiliser. Il peut avoir un extincteur qu'on n'a jamais vérifié. Et le jour où on a besoin, on se rend compte que c'était même inspiré le produit qui est dedans. Et voilà, bon, le feu, lui, va continuer son cours. Donc également, former les employés sur comment identifier un incendie, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'incendie pour que chacun puisse savoir son rôle. Lorsqu'il y aura par exemple un incendie, c'est une entreprise où le risque d'incendie est élevé, il faut qu'il y ait une petite équipe de 3 ou 4 personnes qui en interne sont responsables pour gérer l'aspect sécurité incendie. Donc ils vont de temps en temps se rassurer que les extincteurs sont à jour, sont vérifiés, que tout le monde est formé, organiser les exercices, les simulations d'incendie pour savoir si tout le monde est prêt, et ainsi de suite. Et également faire des petites audits pour se rassurer que voilà, tel extincteur qu'on avait accroché à tel endroit, c'est toujours là. Est-ce que ça n'a pas été vandalisé? Est-ce qu'on n'a pas volé? Et ainsi de suite. Donc, en faisant tout cela, on peut, d'une façon, prévenir. Et les employés qui sont formés, ils savent exactement des petites causes d'incendie qu'ils peuvent avoir dans leur bureau, dans leur usine, dans les ateliers. Et ils vont se rassurer que les mesures mises sur pied sont respectées. Alors, beaucoup de personnes disent souvent que je vois souvent les petites bonbons, les bouteilles accrochées, c'est rouge. Bon, ça, ce sont les extincteurs. Et au début, j'ai pas les classes de feu. Et ces extincteurs sont souvent classifiés. Oui, donc ils sont classifiés et on a plusieurs types d'extincteurs. On a les extincteurs à eau, on a les extincteurs à CO2, on a les extincteurs à multiples usages, les extincteurs à poudre multiples usages, et on a les extincteurs à mousse. Maintenant, pour les différents feux, vous allez voir sur les extincteurs, malheureusement, je ne suis pas venu avec un échantillon, mais sur les extincteurs, vous allez toujours voir. Parce qu'avant de faire une installation des extincteurs, on fait la bonne inspection pour savoir quels sont les types les classes de feu qui peuvent débuter, alors qui peuvent commencer ici. Et en ce moment, on installe un extincteur qui correspond à ce type de feu. Comme ça, quand il y aura un incendie, on peut seulement étudier tout en chassant que c'est ce qui est adéquat pour ça. Tout à l'heure, j'ai dit... Mais est-ce que le feu, c'est pas le feu? Pourquoi tu fais les types d'extincteurs? Bon, je prends un exemple. Nous sommes ici au studio, bien vous êtes quelque part dans un panel électrique. Il y a le compteur et tout. Alors vous utilisez par exemple l'eau pour éteindre. L'eau, c'est un conducteur de courant. C'est-à-dire que s'il faut beaucoup d'eau pour éteindre ce feu, lorsque vous avez même fini, les câbles là, ça entre en contact avec l'eau, vous-même vous serez en danger, ça va vous électrocuter parce que l'eau va conduire cela. Également, ça va générer également c'est comme ce sont des réactions exothermiques, il y a des chaleurs que ça peut aussi produire. Mais la première chose, c'est que ça peut également être risqué pour vous parce que ça peut vous électrocuter. Donc, pour les feux d'origine électrique, il est adéquat d'utiliser soit un CO2 ou un multiple usage à poudre ABC. Donc, il y a des extincteurs à multiples usages qui peuvent éteindre tout type de feu. Mais dans le cadre de l'eau, il faut éviter d'utiliser l'eau pour éteindre un feu d'origine électrique. Et quand c'est un feu que c'est le gaz qui a... On éteint avec quel type d'extincteur?
de gaz. Il y a le CO2. Il y a le CO2, extincteur à CO2. Il y a à multiples usages. Il y a aussi en mousse, les extincteurs en mousse que vous pouvez utiliser pour cela. Mais si c'est une fuite de gaz, il est aussi adéquat d'essayer déjà d'isoler la fuite. Sinon, vous allez continuer à éteindre et que, sauf si vous avez les extincteurs ou alors les agents d'extinction en quantité suffisante. Mais il faut d'abord chercher à isoler la fuite des gaz. Sinon, ça va brûler jusqu'à ce que le gaz finisse avant que... Si c'est l'explosion, comme dans les films. Voilà, là, maintenant, ce sont des sapeurs-pompiers qui sont vraiment formés avec de... Et pour éteindre un feu, ce n'est pas question d'être, quoi on appelle ça, l'héros. Vous dites, ah non, c'est moi qui ai éteint. Votre sécurité, c'est toujours la première chose. Donc, si vous estimez que lorsque j'essaie d'utiliser un extincteur pour éteindre ce feu et que c'est hors contrôle, il faut partir, il faut quitter les lieux. Donc, ne cherchez pas à vouloir utiliser un feu qui est au-dessus de vous. Mais déjà que la première approche, lorsque vous détectez un incendie, un début d'incendie, il faut d'abord signaler. Si vous avez un protocole en interne, vous signalez le département, ils vont peut-être signaler les sapeurs-pompiers. S'il n'y en a pas, vous signalez directement les sapeurs-pompiers et vous essayez avec l'extincteur tout en rassurant que votre passage, si jamais vous ne pouvez pas maîtriser le feu, vous pouvez aisément évacuer les lieux sans qu'il y ait des instructions comme ça. Moi, je veux savoir, dans une entreprise, quels sont les types d'extincteurs, enfin, quel est le type d'extincteur qu'on peut avoir dans une entreprise? Oui, comme je disais, c'est en fonction de... Bon, par exemple, c'est vrai que c'est en fonction de ce que l'entreprise est en train de faire. Ouais. Donc, mais toujours est-il que dans les entreprises, on a ce qu'on appelle, on a les fils de courant qu'on utilise. Sûrement, il peut y avoir la climatisation. Ouais. Il y a certaines machines. Le type d'extincteur qu'on devrait utiliser. Il y a les caméras. C'est quoi? Il y a les caméras et de surveillance voilà, et tout ça. Il y a les extincteurs à multiples usages. D'accord. ABC. Il y a les extincteurs CO2 qui sont de différentes capacités. Il y a le 2 kg, il y a le 5 kg. Maintenant, avant de les utiliser, vous devez être formé. C'est pour ça que j'ai parlé dans les mesures de prévention. Il faut également que l'entreprise forme le personnel sur l'usage. Parce que si vous ne connaissez pas utiliser, vous pouvez utiliser après vous-même pour vous exposer au danger. Parce que si vous utilisez par exemple le CO2 pour éteindre un feu qui, comme vous avez dit, qui était électrique, et que vous avez utilisé le CO2 dans un espace réduit, le CO2 peut vous asphyxier après. C'est-à-dire qu'après vous vous retrouvez étouffé dans le CO2 si vous ne maîtrisez pas vraiment comment l'utiliser. Donc, en fonction de type d'activité, en fonction de source d'incendie probable au sein de l'entreprise, on peut savoir quel type d'extincteur on va poser à tel endroit. Dans une usine, dans une entreprise, on ne va pas peut-être poser le même type d'extincteur ailleurs et la même capacité. Oui, parce que si on estime que il peut y avoir un incendie dans cet atelier et que le dégât peut être énorme et que la capacité, l'intensité peut être énorme, on peut mettre par exemple un extincteur CO2 mais à une capacité élevée, par exemple un 5 kg, un 50 kg, ainsi de suite. Donc c'est un peu tout cela que on doit prendre en compte et non seulement de dire bon voilà on met un extincteur et on se dit que c'est assez, il y a déjà un extincteur là-bas, alors que c'est petit par rapport au risque d'incendie qui peut avoir lieu là-bas. Donc, on tient un peu compte de tout cela. Maintenant, oui, quels sont les inconvénients et les avantages en éteignant un feu avec le sable? Les avantages et les inconvénients. Bon, c'est avantageux parce que c'est moins coûteux. Et maintenant, est-ce que vous allez être capable de trouver le sable en quantité suffisante pour pouvoir... c'est bien pour le feu qui est à la première phase, ça vient de commencer là. Oui, parce qu'il y avait un incendie au quartier, il y avait les chantiers là-bas, les gars sont roulés sur le sable, qu'on devait crêper la maison, donc oui, parce que quand vous versez le sable, vous essayez de touffer, c'est-à-dire que vous voulez réduire au maximum l'oxygène qu'il entre en contact avec la source ou l'origine du feu. Parce que
Si vous continuez à déverser le sable au-dessus de la flamme, ça n'aura aucun effet. Ou si vous ciblez la source, hein, et que vous versez par exemple le sable à la base de la flamme là, ça peut être efficace, surtout si le sable est en bonne quantité. Donc, il y a d'autres équipements de protection qui sont les automatic sprinklers. C'est dans les entreprises un peu plus avancées. Donc, c'est là, il y a des détecteurs. Et dès que ça détecte un incendie, automatiquement, ça commence à pulvériser le lieu. Il y a les robinets d'incendie armés qui sont souvent sous forme de tuyaux. Donc, ça, c'est d'autres équipements qui doivent être également formés. Maintenant, on va revenir sur le cas de gestion d'urgence, Emergency Management Plan. Oui, mais le commentaire, le mot que tous les Camerounais, même l'eau sale éteigne le feu. Parce qu'ils utilisent les moyens de bord. Non, par contre... Mais est-ce que l'eau éteint vraiment le feu? Ça dépend le type de feu. Comme je disais, ça dépend le type de feu. Les petits feux à boire, vous pouvez... Oui, vous pouvez. Mais quand c'est déjà électrique ou bien le gaz, ou bien le pétrole, le diesel, ça peut être dangereux pour vous si vous utilisez l'eau. Oui, ça peut être dangereux. Maintenant, on va parler de gestion des urgences, Emergency Management Plan. Emergency Management Plan, c'est un plan dans une entreprise qui qui est exposé à un grand risque d'incendie, met sur pied, on élabore un plan d'urgence. On sait que, bon, étant donné que nous sommes, par exemple, les entreprises pétrolières où il y a constamment le danger d'incendie parce que le gaz est en permanence sur la plateforme, ou alors les usines qui embouteillent les gaz domestiques, même les quincailleries qui vendent les bouteilles, je ne suis pas sûr s'ils ont les extincteurs. Ou même. Mais ils sont à tout. Les boutiques, les boutiques au quartier qui vendent le gaz. Oui, ils sont à tout moment. Je crois que j'ai vu une vidéo une fois où il y avait une entreprise, je ne sais pas si c'est une entreprise, mais qui essayait de réduire les bouteilles de gaz, la quantité de gaz et mettre dans d'autres bouteilles. Donc des activités comme ça, c'est très dangereux parce que moins de fuite, déjà que le matériel utilisé n'est pas vraiment professionnel, donc moins de fuite, ça peut engendrer des explosions et causer beaucoup de dégâts. Donc, pour les entreprises donc, qui ont cet risque d'incendie, ils doivent donc avoir sur pied un plan de gestion d'urgence. Ça veut dire que on a élaboré les différentes causes possibles d'incendie qui peuvent avoir lieu. On a formé le personnel sur cela. On a également établi le plan. On dit que bon, si un jour, parce que nous sommes en permanent exposés au risque d'incendie, si un jour il y a incendie, voilà ce que nous devons faire. On a déjà une équipe qui est formée, chacun connaît déjà son rôle. Et pour les employés, on dit, bon voilà, selon le plan d'urgence, étant donné que l'urgence c'est toute situation qui nécessite soit une évacuation immédiate ou une intervention immédiate. Et dans le cadre d'incendie, tout le monde doit donc savoir quelle est la route à suivre, quel c'est le plan dit. Donc, par exemple, l'entreprise peut dire, en cas d'incendie, s'il y a des alarmes manuelles qui sont installées partout, on déclenche l'alarme pour se rassurer que tout le monde est alerté que voilà, au sein de l'usine, il y a un incendie. Et dès que tout le monde entend cette alarme, ils sont censés soit suivre le plan d'évacuation pour se retrouver au point de rassemblement et que l'équipe en interne qui est chargée de gérer les incendies prend le relais. Ils vont se charger d'évacuer tout le monde, se rassurer que tout le monde est sorti pendant que d'autres essaient de maîtriser le feu en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Et il y a un chef d'équipe qui est là, que quand les sapeurs-pompiers vont arriver, c'est lui qui maîtrise déjà où sont les différents endroits où il y a les bouches d'incendie et que il va dire voilà, on a une bouche d'incendie ici, vous pouvez connecter votre truc ici, on a un extincteur ici. Donc eux, ils maîtrisent déjà la situation de telle sorte que quand les sapeurs-pompiers arrivent, ils sont un peu là pour coordonner et pour dire voilà, il y a telle personne qui a pu évacuer, il y a telle personne qui est bloquée, ainsi de suite. Là, ça facilite les choses. Donc le plan d'urgence, vraiment, ça sert à ça. Tout le monde sait le danger qui est là. Tout le monde sait ce qu'il faut faire quand il y aura un danger. Et voilà, vous voyez dans les hôtels, il y a les plans d'urgence derrière les chambres. Mais je sais, il y a beaucoup de personnes, quand ils entrent dans les hôtels, même si vous allez passer une semaine, vous allez passer 2 semaines, même si c'est juste une journée,
c'est bien de savoir parce que vous pouvez entrer, soit vous vous reposez et que il y a un cas du genre et qu'on demande à tous les personnes à l'intérieur de l'hôtel d'évacuer. En ce moment, vous n'aurez pas quoi faire. Donc, il est important, le programme est trop long, donc c'est important pour les entreprises de maîtriser vraiment les risques incendies, des incendies dans leurs différentes entreprises, avoir le plan et ensuite ça va permettre de réduire les incendies qui parfois causent des dégâts vraiment importants. Merci beaucoup Clément, le temps est passé. Wow. Et c'est comme mais ça, mais moi je dis il faut être sorcier. Quand on disait là tout à l'heure inbox, tout à l'heure pendant qu'il parlait, qu'il faut être sorcier pour faire la manipulation des gaz, transférer les bouteilles des gaz de l'essence, comme les gens. Je dis que à chaque fois ta vie est en danger. En tout cas, merci Clément. On vous retrouve où? Bon, nous avons notre cabinet, nous sommes là pour servir les entreprises. On est à notre bureau à Carrefour du lycée Bonamoussadi et on conseille aux différentes maisons d'avoir au moins un extincteur. On organise souvent des petites séances, des séminaires, des formations des familles dans les quartiers s'ils veulent savoir comment maîtriser les incendies pour limiter les dégâts. Vous n'avez pas une page? Oui, vous allez juste sur la page Facebook Cameroun Safety Services international et vous allez voir tout ce que nous publions et également vous pouvez nous contacter au niveau nos différents numéros de téléphone, c'est sur la page également, si vous permettez, si je peux donner, si c'est pas voilà. J'ai un voisin anglophone qui m'a envoyé un message, il dit that is explained in English and in French as he did at the beginning. Merci beaucoup, c'est la pub et puis on se retrouve demain.